Avez-vous remarqué comme il est facile de blâmer le monde lorsque la vie ne va pas comme on l'espère? Nous pointons du doigt les circonstances, les autres, le destin, tout, sauf nous-mêmes. Mais voici une vérité qui dérange. Rien ne change tant que vous ne changez pas. Les stoïciens croyaient que la liberté ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la maîtrise du monde intérieur. Imaginez, si au lieu d'attendre que la vie s'arrange d'elle-même, vous décidiez aujourd'hui de vous approprier radicalement chaque choix, chaque action, chaque instant. À quoi ressemblerait votre vie dans 1 an si vous cessiez de céder votre pouvoir? Si vous en avez assez de dériver, il est temps de prendre le volant. Abonnez-vous non seulement à cette chaîne, mais à votre propre discipline, votre propre clarté, votre propre croissance. Chaque pas vers la maîtrise est un pas vers celui ou celle que vous êtes destiné à devenir. Et ce voyage commence maintenant. Les gens aiment à croire que le succès appartient aux surdoués. Il est réconfortant de penser que certains sont simplement nés avec quelque chose de spécial, hors de notre portée, comme si leur vie était écrite dans les étoiles et la nôtre laissée aérer dans la poussière. Mais si vous y regardez de plus près, cette croyance n'est rien de plus qu'une illusion. C'est une histoire que nous nous racontons pour excuser notre propre manque d'effort. Les stoïciens nous rappelleraient que le talent est bien moins puissant que la discipline. Et la discipline, elle, est accessible à tous. Une graine, aussi rare ou précieuse soit-elle, ne poussera jamais si elle n'est pas plantée en terre et arrosée. Il en va de même pour vous. Le potentiel que vous admirez chez les autres n'est pas magique. C'est le fruit d'efforts accumulés, jour après jour, souvent en silence, quand personne ne regarde. Ce qui rend cette illusion dangereuse, c'est la facilité avec laquelle elle devient une cage. Lorsque nous nous convainquons que le talent est une fatalité, nous nous rendons silencieusement avant même que la bataille ne commence. Pensez au nombre de fois où vous avez regardé le succès de quelqu'un et dit « Il a juste de la chance » ou « Elle est douée », tout simplement. Cette pensée semble rassurante, n'est-ce pas? Car si le succès n'est qu'une question de don naturel, alors vous n'avez pas à vous tenir pour responsable du travail que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas à vous demander pourquoi vous avez évité l'inconfort de la discipline, mais chaque fois que vous choisissez cette excuse, vous échangez la possibilité de grandir contre le confort de l'abandon. Et la vérité, c'est que le confort n'a jamais engendré la grandeur. Sénèque a dit un jour, « La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. » Ce qu'il voulait dire, c'est que ceux qui semblent chanceux sont généralement ceux qui se sont préparés, souvent pendant des années, alors que le reste du monde regardait ailleurs. Carl Jung, lui, pensait que chacun de nous porte en lui bien plus que ce qu'il s'autorise à voir. Il a écrit « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. » Si vous attendez la preuve que vous êtes capable avant d'agir, vous attendrez éternellement. La clarté ne vient pas en premier. L'action, si. Une fois que vous commencez, une fois que vous faites face à l'effort et à la discipline, votre vision s'affine. L'illusion du talent s'estompe, et vous commencez à voir que ce que vous pensiez inaccessible était simplement négligé en vous, attendant d'être cultivé. Chaque personne que vous admirez a commencé incertaine, imparfaite et ordinaire. La différence, c'est qu'elle a refusé d'abandonner. Pensez aux artisans qui ont bâti des cathédrales dont l'achèvement a pris des générations. La plupart n'ont jamais vu le chef-d'œuvre final. Ils posaient une pierre sur l'autre, convaincus que l'acte de construire valait plus que la reconnaissance. Voilà à quoi ressemble la discipline en pratique. Vous ne mesurez pas votre valeur à votre talent au premier jour.
Vous la mesurez au nombre de fois où vous retournez au travail, même quand personne n'applaudit, même quand les résultats tardent à venir. Épictète enseignait que nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. La liberté ne consiste pas à attendre un talent que vous ne verrez peut-être jamais. Elle consiste à maîtriser les choix que vous faites chaque jour, en particulier les plus petits. Alors demandez-vous, est-il vraiment vrai que vous manquez de talent ou bien avez-vous refusé de nourrir ce qui vous a été donné? Chaque fois que vous vous rejetez en pensant que vous n'êtes pas naturellement doué, vous arrosez les mauvaises herbes du doute tout en affamant les graines de votre potentiel. Il n'y a personne en vie qui ne porte en lui quelque chose qui vaille la peine d'être cultivé. La différence réside en ceux qui choisissent de le nourrir par l'action. Si vous vous levez tôt pour pratiquer votre art, si vous persistez à travers l'ennui et l'échec, si vous refusez d'abandonner lorsque les résultats ne se manifestent pas, alors ce qui ressemble à du talent grandira. D'autres l'appelleront peut-être un don naturel, mais vous connaîtrez la vérité. Il a été bâti, non pas inné. L'illusion du talent vous maintiendra petit si vous la laissez faire. Elle vous chuchotera que vous ne pouvez pas, que d'autres ont été choisis, et pas vous. Mais regardez plus profondément, et vous verrez que ceux qui s'élèvent sont rarement les plus doués. Ils sont les plus disciplinés, les plus constants, ceux qui sont prêts à payer le prix de l'effort, chaque jour. Le monde célébrera toujours le résultat et l'appellera talent. Mais vous saurez, si vous choisissez le chemin le plus difficile, qu'il a été forgé par la discipline, aiguisé par la résilience et soutenu par une simple décision. Ne pas s'arrêter. Et c'est peut-être là que réside le véritable test. La question n'est pas de savoir si vous êtes né avec suffisamment de talent. La question est de savoir si vous êtes prêt à nourrir le peu que vous avez jusqu'à ce qu'il devienne plus que suffisant. Car la grandeur n'est pas un don, c'est une responsabilité. Et si vous endossez cette responsabilité, vous découvrirez que ce qui semblait autrefois une limite était précisément ce qui vous a appris à grandir. Il est facile de parler de responsabilité quand la vie est calme. En théorie, le mot lui-même sonne fort, noble et même inspirant. Mais lorsque le réveil sonne avant l'aube, lorsque les tâches de la journée s'étirent sans fin devant vous, lorsque personne n'est là pour regarder ou applaudir, c'est là que le poids réel de la responsabilité se révèle. Dans ces moments de silence, le vernis du mot s'écaille. Et ce qui reste, c'est la question brute de savoir si vous tiendrez les promesses que vous vous êtes murmurées dans des temps plus faciles. La véritable responsabilité n'est pas glamour. Ce n'est pas une citation de motivation sur un mur ou une bouffée d'énergie soudaine après un discours. C'est la routine harassante de se présenter quand il serait plus simple de ne pas le faire, la discipline de porter le fardeau que personne d'autre ne peut porter pour vous. C'est cette lourdeur qui explique pourquoi tant de gens parlent de responsabilité, mais ne la pratiquent jamais vraiment. Elle est inconfortable parce qu'elle supprime les excuses. Vous ne pouvez plus dire « je n'avais pas le temps » ou « on ne m'a pas donné ma chance » lorsque le miroir vous demande sans détour « as-tu fait ce que tu avais dit que tu ferais ?» Marc Aurèle l'a résumé avec une simplicité tranchante. Ne perds plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme de bien. Sois-en un. De la même manière, ne perdez plus de temps à débattre de ce à quoi la responsabilité devrait ressembler. Soit vous agissez, soit vous n'agissez pas. Soit vous honorez votre parole, soit vous la trahissez. Il n'y a pas de juste milieu. Et pourtant, ce poids n'est pas destiné à vous écraser. Il est destiné à vous renforcer. Pensez à celui qui soulève de lourdes pierres. Au début, l'effort semble insupportable, mais avec le temps, l'acte même de porter la charge
développe le muscle qui rend la pierre suivante plus facile à soulever. La responsabilité fonctionne de la même manière. Chaque petit acte de suivi, qu'il s'agisse de terminer l'entraînement que vous ne vouliez pas commencer ou d'envoyer le rapport que vous aviez promis, construit une confiance plus profonde en vous-même. Vous commencez à réaliser que votre parole a du poids, et cette prise de conscience change silencieusement votre vie. Car une fois que vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, vous cessez d'attendre la permission des autres. Pourtant, il y a une raison pour laquelle cela semble si lourd. Cela exige plus que de l'action. Cela exige de l'honnêteté. Être responsable signifie que vous ne pouvez pas vous cacher derrière les apparences. Cela signifie reconnaître vos manquements sans déguisement et choisir d'essayer à nouveau. Sénèque nous a averti que la plupart des hommes ne sont pas vraiment libres parce qu'ils vivent pour l'opinion des autres. La responsabilité vous libère de ce piège. Elle vous force à vous soucier moins des applaudissements et plus de l'intégrité. Agissez-vous parce que c'est juste ou seulement parce que quelqu'un regarde? Cette question est profonde car elle vous oblige à examiner vos motivations. Et c'est dans cet examen que la véritable croissance commence. Carl Jung a écrit un jour: « Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. » La responsabilité est l'acte de regarder à l'intérieur avec un regard sans complaisance. C'est l'éveil quotidien au fait que vous êtes responsable de vos actions, de vos choix, de votre temps. Cet éveil peut être douloureux car il supprime l'illusion réconfortante que les circonstances ou les autres sont la cause de votre stagnation. Mais en même temps, il vous rend votre pouvoir. Si vous êtes responsable, alors vous avez aussi le pouvoir de changer. La lourdeur de la responsabilité est également liée à sa solitude. Lorsque vous êtes responsable, vous êtes souvent seul. Les autres peuvent ne pas comprendre pourquoi vous vous poussez à bout quand personne ne l'exige. Ils peuvent ne pas voir l'intérêt des sacrifices silencieux, des heures passées à pratiquer, de la discipline maintenue quand elle semble inutile. Mais cette solitude n'est pas une faiblesse. C'est le terrain où le caractère se forme. Socrate disait: « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. » La responsabilité est l'examen en action. C'est le processus constant qui consiste à vérifier si vos choix sont en accord avec la vie que vous prétendez vouloir. Et ce processus, bien que solitaire, crée une fondation inébranlable. Avec le temps, la responsabilité se transforme de poids en liberté. Au début, elle ressemble à des chaînes, vous liant à des engagements que personne d'autre ne voit. Mais lentement, vous réalisez que ces chaînes sont faites de votre propre discipline et qu'elles maintiennent la structure de votre vie. Sans elles, tout s'effondre. Avec elles, vous pouvez rester ferme, quelle que soit la force de la tempête. Alors, quand la responsabilité vous semble lourde, rappelez-vous que cette lourdeur est l'objectif. Vous ne pouvez pas devenir fort sans résistance. Vous ne pouvez pas construire la confiance en vous-même sans être mis à l'épreuve. La responsabilité n'existe pas pour les jours faciles où la motivation vous porte. Elle existe pour les jours où la motivation a disparu, où la fatigue s'installe, où personne d'autre ne remarquera si vous réussissez ou échouez. Ce sont ces moments qui vous définissent, non pas parce que les autres regardent, mais parce que vous regardez. La vérité, c'est que la responsabilité semblera toujours un fardeau jusqu'à ce que vous compreniez qu'elle est aussi un cadeau. C'est la preuve silencieuse que votre vie vous appartient. Et bien qu'elle pèse lourdement par moments, c'est ce poids même qui vous façonne en quelqu'un d'incassable. La question qui demeure est simple mais perçante. Quand personne ne regarde, quand les applaudissements se sont tus, quand il n'y a que vous et le choix qui se présente, agirez-vous encore? Imaginez-vous assis en face de quelqu'un que vous admirez profondément. Un mentor, un guide, le genre de personne dont l'opinion a du poids parce qu'elle mène la vie que vous respectez.
Maintenant, imaginez que vous étalez toute votre semaine devant cette personne, heure par heure, choix par choix, sans filtre, sans excuse, sans explication. Juste la vérité brute de la façon dont vous avez passé votre temps. Garderiez-vous la tête haute, confiant que vos actions correspondent à vos ambitions? Ou sentiriez-vous la morsure de la honte, vous recroquevillant face à la prise de conscience silencieuse de la part de votre vie qui a été gaspillée en distraction, en procrastination, en choses qui n'ont pas vraiment d'importance? C'est le test du miroir. Il ne s'agit pas du jugement des autres, mais de votre capacité à vous regarder vous-même sans sourciller. Le temps est la monnaie de la vie. Et pourtant, c'est la seule ressource que nous dépensons avec le plus de négligence. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. » Le test du miroir vous oblige à vous demander si vous avez été un gardien fidèle de cette ressource ou un dépensier insouciant. Chaque heure que vous gaspillez n'est pas seulement du temps perdu, c'est de la vie perdue. Et une fois qu'elle s'échappe, elle ne revient jamais. La plupart des gens pensent que la responsabilité consiste à s'en tenir à des tâches ou à des objectifs, mais en réalité, elle commence bien plus profondément. Elle commence par la reconnaissance que votre temps, c'est votre vie, et la façon dont vous le dépensez révèle ce que vous appréciez vraiment. La partie troublante du test du miroir est qu'il ne vous permet pas de vous cacher derrière vos mots. Il ne se soucie pas de vos intentions ou des promesses que vous vous êtes faites. Il ne reflète que ce que vous avez réellement fait. Si vous avez dit que vous vouliez être en meilleure santé, mais que vous avez passé votre soirée à faire défiler sans fin votre écran au lieu de bouger votre corps, le miroir ne mentira pas. Si vous avez dit que vous vouliez créer une entreprise, mais que vos heures ont été consacrées au divertissement, la vérité sera claire. Carl Jung a un jour observé « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Cette phrase traverse toutes les illusions. Le test du miroir est le lieu où vos actions s'alignent sur votre vision ou exposent le fossé entre qui vous prétendez être et qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi le test semble si lourd. Nous sommes experts pour justifier nos choix à nous-mêmes, en tordant la vérité pour nous sentir à l'aise. Nous nous disons que le repos est mérité, alors qu'il s'agit en réalité d'évitement, que demain sera différent, alors que demain n'est qu'une répétition d'hier. Mais le miroir n'accepte pas les excuses. Il ne reflète que ce qui est. Et ce reflet peut être soit une source de fierté, soit une source d'inconfort. Les deux sont précieux, car l'un vous encourage à continuer et l'autre vous force à changer. Imaginez un instant que vous deviez expliquer chaque décision de votre journée à quelqu'un que vous respectez profondément. Seriez-vous à l'aise de dire « J'ai passé 3 heures perdues dans une distraction futile » ou « J'ai abandonné quand les choses sont devenues difficiles ». La pensée de cette conversation est inconfortable, mais c'est précisément le but de cet inconfort. Épictète enseignait « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. » Le test du miroir n'est rien de plus que de confronter votre vie à cette norme. Faites-vous ce qu'il faut pour devenir celui que vous prétendez vouloir être? Et pourtant, le miroir n'est pas là pour vous condamner. Il est là pour vous éveiller. Si vous y voyez des heures perdues, cela ne signifie pas que vous êtes brisé. Cela signifie qu'on vous montre où vous améliorer. C'est un rappel que chaque jour est une nouvelle chance de rediriger votre énergie. Marc Aurèle se rappelait constamment que son temps était court et que chaque jour pouvait être son dernier. Pour lui, ce n'était pas une raison de désespérer, mais d'agir avec urgence. Se réveiller et réaliser que vous avez été négligent avec vos heures n'est pas la fin. C'est le début du changement. Cette pratique demande du courage. Il n'est pas facile de se voir clairement. La plupart des gens l'évitent en se maintenant dans une distraction sans fin, car le silence et la réflexion apportent des vérités inconfortables.
Mais c'est dans ce silence que vous trouvez votre direction. Lorsque vous commencez à prendre ce test au sérieux, vous réalisez à quel point il est puissant. Les heures que vous gaspilliez autrefois pèsent différemment, car vous savez que vous y ferez face plus tard dans le reflet. Et lentement, vous devenez plus intentionnel. Vous commencez à vous demander, si je devais justifier ce moment, serais-je fier ou embarrassé? Ce simple changement peut transformer votre façon de vivre, non pas parce que les autres regardent, mais parce que vous regardez. Le miroir est toujours là, silencieux, mais implacable. Alors, quelle part de votre vie laissez-vous filer sans vous en rendre compte? Cette question n'est pas destinée à vous hanter, mais à vous rappeler le cadeau qui vous a été fait. Le temps est limité, fragile et sacré. Quand vous l'honorez, vous vous honorez vous-même. Le test du miroir est lourd parce qu'il dépouille l'illusion, mais il est libérateur parce qu'il vous donne la clarté. Et avec la clarté vient la force. La force d'aligner qui vous êtes avec qui vous voulez être. Les excuses sont parmi les mensonges les plus convaincants que nous nous racontons, car elles portent le masque de la raison. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de soutien. Je n'ai pas les ressources. En surface, ces affirmations semblent rationnelles, voire responsables. Mais si vous les analysez, elles reviennent toutes au même. Une tentative d'échapper au poids de la responsabilité. Elles nous permettent de nous sentir justifiés de faire moins, tout en nous accrochant à l'illusion que nous voulions faire plus. Le problème, c'est que les excuses protègent peut-être notre confort à court terme, mais elles volent silencieusement la vie que nous aurions pu vivre. Les excuses sont séduisantes parce qu'elles déplacent le blâme loin de nous. Elles nous permettent d'imaginer que la raison pour laquelle nous sommes bloqués a plus à voir avec des forces extérieures qu'avec nos propres choix. Mais si vous y regardez de plus près, vous verrez qu'elles créent un schéma de renoncement à votre pouvoir. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas parce que », vous cédez le contrôle de votre vie à quelque chose d'extérieur, à vous. Et peu à peu, vous cessez de croire que vous avez la capacité de façonner votre avenir. Marc Aurèle se rappelait chaque jour. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Les excuses nient cette vérité. Elles vous convainquent que le problème est toujours à l'extérieur, alors que la vraie solution a toujours été à l'intérieur. Ce qui rend les excuses si dangereuses, ce n'est pas seulement qu'elles retardent l'action, c'est qu'elles deviennent une partie de votre identité. Plus vous les répétez, plus vous commencez à y croire. Vous vous persuadez que vous êtes trop occupé, trop peu soutenu, trop mal préparé, et finalement, vous cessez même de vous demander si ces affirmations sont vraies. Vous vivez simplement selon elles, comme si elles étaient des lois inscrites dans votre vie. C'est la prison subtile des excuses. Vous créez les barreaux, vous fermez la porte à clé, et ensuite, vous vous plaignez d'être piégé. La vérité, c'est que tout le monde a des raisons de ne pas agir. Tout le monde a des obstacles, des responsabilités et des moments de faiblesse. Ce qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui restent bloqués, ce n'est pas l'absence d'obstacles, mais le refus de laisser les excuses les définir. Les excuses prospèrent également dans la comparaison. Nous regardons les autres et disons « Ils ont eu de meilleures opportunités, ils ont eu plus de soutien, ils ont commencé avec plus de talent. » Et peut-être qu'une partie de cela est vraie, mais les stoïciens nous rappelleraient que la vie ne consiste pas en ce avec quoi vous commencez, mais en ce que vous faites avec ce que vous avez. Socrate enseignait « Celui qui n'est pas content de ce qu'il a ne serait pas content de ce qu'il voudrait avoir. »
En d'autres termes, si vous attendez que les conditions soient parfaites avant d'agir, vous ne commencerez jamais. Les excuses se nourrissent de cette illusion du moment parfait, mais il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que le présent et le choix d'agir ou d'éviter. Pensez aux heures que vous avez perdues à cause des excuses. Combien de rêves avez-vous retardés parce que vous vous êtes dit que le moment n'était pas le bon? Combien d'occasions ont glissé entre vos doigts parce que vous vous êtes convaincu que vous n'étiez pas prêt? Chaque excuse semble inoffensive sur le moment, mais avec le temps, elle s'accumule pour devenir des regrets. Et le regret n'est rien d'autre que la voix de la responsabilité qui a été ignorée trop longtemps. Le miroir de votre vie ne reflète pas ce que vous vouliez faire. Il reflète ce que vous avez fait. Les excuses ne peuvent être vues dans ce reflet, seulement l'absence d'action. Le défi est de voir les excuses pour ce qu'elles sont réellement. Des voleuses de votre temps, de votre énergie et de votre potentiel. Une fois que vous les nommez, elles perdent une partie de leur pouvoir. Elles cessent de ressembler à de la logique et commencent à sonner comme de l'évitement. Et à ce moment-là, vous récupérez quelque chose de vital, la capacité de choisir différemment. Cela ne sera jamais facile. Les excuses chuchoteront toujours, car elles savent que le chemin de l'action est inconfortable. Mais l'inconfort n'est pas votre ennemi. Il est votre professeur. Les stoïciens embrassaient l'inconfort comme un moyen de devenir plus fort, de se tester, de prouver que leur caractère ne dépendait pas de la facilité. Lorsque vous cessez d'écouter les excuses, vous commencez à voir les obstacles non pas comme des raisons d'abandonner, mais comme des occasions de vous élever. Et lentement, le poids même qui vous retenait devient la résistance qui construit votre force. Alors, la prochaine fois que vous vous entendrez dire « Je n'ai pas le temps » ou « Je n'ai pas de soutien », faites une pause et écoutez attentivement. Demandez-vous si ces mots sont la vérité ou s'ils sont simplement la peur déguisée. Rappelez-vous que les excuses, aussi convaincantes soient-elles, ne vous protègent pas. Elles vous volent. Ils vous privent de la vie que vous auriez pu mener, du potentiel que vous auriez pu réaliser, de l'avenir que vous auriez pu construire. Et l'instant où vous décidez de ne plus les croire est l'instant où vous reprenez votre pouvoir. Il existe une différence subtile mais cruciale que les gens oublient souvent, une différence qui peut déterminer si vous avancez dans la vie ou si vous restez bloqué. C'est la différence entre la honte et la déception. La honte vous murmure que vous êtes brisé, qu'il y a quelque chose de fondamentalement vicié en vous, que vous ne serez jamais à la hauteur. La déception, à l'inverse, vous dit simplement que, cette fois, vous avez échoué. La honte est lourde et paralysante. La déception, bien qu'inconfortable, peut être l'étincelle qui alimente la croissance. Et pourtant, la plupart d'entre nous confondent les deux, nous punissant là où nous devrions apprendre, nous noyant dans l'apitoiement là où nous devrions ajuster notre trajectoire. Les stoïciens nous rappelleraient que nos erreurs ne sont pas la preuve de notre inutilité, mais des occasions d'affiner notre caractère. Marc Aurèle a écrit « Si une chose extérieure te cause de la peine, ce n'est pas cette chose qui te trouble, c'est le jugement que tu portes sur elle, et tu as le pouvoir de l'annuler à tout moment. » La honte prend une erreur et l'interprète comme la preuve de votre insuffisance. La déception prend cette même erreur et l'interprète comme une leçon. L'événement ne change pas. C'est votre jugement sur cet événement qui détermine si vous vous effondrerez ou si vous en sortirez plus fort. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il trébuche, il pleure. Mais personne ne lui fait honte de tomber. La chute n'est pas vue comme la preuve que l'enfant est défaillant.
Elle est vue comme la preuve qu'il apprend. Et parce qu'il n'est pas écrasé par la honte, il essaie à nouveau. Avec le temps, il marche, il court, il explore le monde. Maintenant, considérez avec quelle dureté nous nous traitons en tant qu'adultes. Un échec, une occasion manquée, un rejet. Et nous nous effondrons dans la honte, nous convainquant que la chute signifie que nous sommes indignes. Et si nous nous regardions avec la même patience que nous accordons à un enfant, et si nous laissions la déception être le guide qui nous pousse vers l'avant, au lieu de laisser la honte nous enchaîner au sol? Carl Jung a écrit un jour « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » La honte vous maintient prisonnier de ce qui est arrivé. La déception ouvre la porte à ce qui peut encore advenir. Cette distinction est vitale, car si vous confondez la honte et la responsabilité, vous finissez par vous punir au lieu de grandir. La voie stoïcienne n'est pas l'auto-condamnation, mais l'auto-examen. Vous ne niez pas vos erreurs, mais vous ne les rendez pas plus grandes qu'elles ne le sont. Vous les regardez avec lucidité, vous demandez ce qu'elles révèlent, puis vous décidez de ce qu'il faudra faire différemment la prochaine fois. La déception, de cette manière, est une forme d'espoir. Être déçu signifie que vous vous souciez encore, que vous portez encore en vous la vision de quelque chose de meilleur. La honte, cependant, vous vole cette vision. Elle vous convainc que quoi que vous fassiez, le résultat sera le même. Et alors, vous cessez d'essayer. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. » Ah, c'est ça. La honte enferme votre réaction dans le désespoir. La déception, si elle est accueillie avec courage, affine votre réponse et vous prépare à agir plus sagement. Bien sûr, la déception peut être douloureuse. Ne pas être à la hauteur de ses propres attentes est une blessure profonde. Mais les stoïciens considéraient cette douleur comme utile. La douleur est une information. Elle vous montre où vous concentrer, ce qu'il faut améliorer, ce qui doit changer. La honte vous anesthésie, vous disant de ne pas essayer, car vous êtes condamné à l'échec. La déception vous garde éveillé, vous rappelant que vous êtes capable de plus. Elle entretient en vous une saine impatience dans la quête d'un moi meilleur. C'est pourquoi ceux qui réussissent vivent souvent avec un sentiment discret de déception. Ils s'imposent des normes élevées et voient constamment où ils pourraient faire mieux. Mais au lieu de laisser cette prise de conscience devenir de la honte, ils l'utilisent comme carburant. C'est ce qui pousse un athlète à s'entraîner plus dur après une défaite, ce qui inspire un artiste à perfectionner son art après une faible performance, ce qui motive un penseur à continuer de questionner après qu'on lui a prouvé qu'il avait tort. De cette façon, la déception devient un outil de résilience. Sénèque conseillait « Une gemme ne peut être polie sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. Cette friction, c'est la déception. C'est la résistance que vous ressentez lorsque vous faites face à l'écart entre où vous êtes et où vous voulez être. La honte vous dit que cet écart ne peut être comblé. La déception vous dit que cet écart existe pour une raison, pour que vous appreniez à le franchir. Sans friction, sans échec, sans cette douleur de l'insatisfaction, il n'y a pas de perfectionnement. Il n'y a que la stagnation. Alors la prochaine fois que vous trébucherez, faites une pause et demandez-vous « Suis-je en train de me noyer dans la honte ou suis-je assis avec ma déception ?» Si vous vous surprenez à raconter une histoire où vous êtes brisé, indigne, incapable, c'est la honte, et elle vous maintiendra piégé. Mais si vous pouvez ressentir la douleur sans construire une identité autour d'elle, vous vous donnez la permission d'avancer. La déception dit « Ce n'est pas la fin. C'est un retour d'information.
Ajuste-toi et essaye encore. La différence est capitale. La honte est un poids qui vous écrase. La déception est un poids qui vous renforce lorsque vous le portez. Et le choix entre les deux ne réside pas dans l'événement lui-même, mais dans la façon dont vous décidez de le voir. Souvenez-vous de ceci. Échouer ne signifie pas que vous êtes brisé. Cela signifie que vous êtes humain. Et si vous choisissez de voir clairement, chaque déception peut devenir le tremplin qui vous rapproche de la vie que vous étiez destiné à vivre. Chaque fois que la vie vous résiste, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est aussi la plus inconfortable. Vous devez vous demander « En quoi est-ce ma faute ?» Au premier abord, ces mots sonnent comme une attaque, comme si l'on vous demandait d'assumer la responsabilité de choses qui n'étaient manifestement pas de votre fait. Mais cette question n'est pas une arme destinée à vous abattre. C'est un outil conçu pour découvrir où se situe réellement votre influence. Elle vous dépouille du confort du blâme. Elle vous refuse le refuge facile qui consiste à pointer les autres du doigt, et ce faisant, elle vous force à regarder à l'intérieur, là où réside véritablement votre pouvoir. La plupart des gens préfèrent se voir comme des victimes des circonstances. Il est plus facile de dire « c'est arrivé à cause d'eux » ou « le système est injuste » que de se demander quel rôle nous avons joué dans le résultat. Mais dès l'instant où vous déplacez votre attention de l'extérieur vers l'intérieur, vous reconquérez quelque chose d'essentiel, la capacité de changer. Les stoïciens étaient clairs sur cette distinction. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais que nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Se demander « En quoi est-ce ma faute ?» est une autre façon de demander « Quelle partie de ma réponse aurais-je pu contrôler, mais ne l'ai pas fait ?» Né. Pensez à une erreur au travail, à une relation qui a échoué ou à une occasion manquée. Il est tentant d'expliquer ces échecs en soulignant ce que les autres ont mal fait. Mais lorsque vous empruntez cette voie, vous n'apprenez rien, car le pouvoir est entre les mains de quelqu'un d'autre. Si, au contraire, vous vous demandez ce que vous auriez pu faire différemment, vous commencez à voir des possibilités. Peut-être ne vous êtes-vous pas préparé aussi bien que vous l'auriez pu. Peut-être avez-vous évité une conversation difficile jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Peut-être avez-vous ignoré des signaux d'alarme parce que vous ne vouliez pas affronter l'inconfort. Ces prises de conscience sont douloureuses, mais elles éclairent aussi le chemin à suivre. Le blâme ne fait que vous enchaîner. La responsabilité ouvre la porte à la croissance. Carl Jung a écrit un jour « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Lorsque vous refusez de poser les questions difficiles, vos angles morts dirigent votre vie. Vous finissez par répéter les mêmes erreurs et vous appelez cela de la malchance. Mais lorsque vous demandez « En quoi est-ce ma faute ?» vous projetez une lumière sur ces zones d'ombre. Vous voyez des schémas d'évitement, de faiblesse ou de peur qui ont discrètement façonné vos choix. Et une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus prétendre être impuissant. L'illusion du destin s'estompe et la réalité du choix se dresse devant vous. La raison pour laquelle cette question semble si terrifiante est qu'elle supprime les excuses. Si vous pouvez toujours trouver une manière dont vos actions ont contribué, alors il n'y a plus aucun refuge sûr. C'est une vérité difficile, mais elle est aussi libératrice. Car s'il n'y a pas de refuge sûr, il n'y a pas non plus de cage pour vous retenir. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes cycles indéfiniment. Vous pouvez vous ajuster, vous pouvez apprendre, vous pouvez grandir. Bien sûr, il ne s'agit pas d'autoflagellation destructrice. Vous n'êtes pas censé vous réprimander pour tout ce qui va mal. La vie apportera toujours des tempêtes que vous n'avez pas créées, la perte, la trahison, les accidents. Le but de la question n'est pas d'attribuer la culpabilité là où elle n'a pas sa place. Il s'agit de découvrir où votre influence aurait pu être plus grande,
où vos choix ont façonné le résultat et comment vous pourriez répondre différemment à l'avenir. Il s'agit de responsabilité, pas de punition. La responsabilité n'est pas une question de justice, mais d'utilité. Et se demander en quoi quelque chose est de votre faute est utile, car cela révèle où vous avez le pouvoir d'agir la prochaine fois. Les plus grands leaders, penseurs et créateurs partagent tous cette capacité à poser la question difficile. Ils ne perdent pas des années à penser de vieilles blessures ou à pointer du doigt. Ils demandent « Quelle a été ma part et comment puis-je la jouer différemment la prochaine fois ?» Cet état d'esprit transforme l'échec en un professeur plutôt qu'en un ennemi. Il fait des revers une partie du chemin au lieu de détours qui vous laissent perdus. Alors, quand la vie se brise contre vous, quand vous perdez votre emploi, quand la relation échoue, quand l'opportunité vous échappe, faites une pause et posez la question la plus difficile. Non pas pour vous anéantir, mais pour vous reconstruire avec plus de sagesse. Demandez. Qu'est-ce qui était sous mon contrôle et que j'ai ignoré? Où aurais-je pu agir différemment? Quel choix ai-je évité de faire parce qu'il était inconfortable? Les réponses sont rarement faciles, mais elles sont toujours précieuses, parce qu'elles révèlent que même lorsque la vie semble écrasante, vous n'êtes jamais complètement impuissant. En fin de compte, la question la plus difficile est aussi la plus libératrice. Elle vous met au défi de cesser de vous voir comme une victime et de commencer à vous voir comme un participant à votre propre vie. Et lorsque vous acceptez ce rôle, tout change. Vous cessez d'attendre que les autres arrangent les choses pour vous. Vous cessez de reprocher au monde d'être injuste. Vous assumez la propriété de vos échecs et de votre avenir. Et lentement, la même question qui vous terrifiait autrefois devient celle qui vous renforce. En quoi est-ce ma faute? Prendre le contrôle de sa vie n'est jamais gratuit. Cela a un coût. Et ce coût est plus lourd que ce que la plupart des gens sont prêts à payer. La responsabilité exige une sorte d'impôt émotionnel, un tribut constant perçu non pas en argent, mais en effort, en sacrifice et en honnêteté. Elle vous coûte votre confort, car le confort prospère dans l'évitement. Elle vous coûte vos excuses, car les excuses se dissolvent au moment où vous vous tenez responsable. Et elle vous coûte le luxe de pointer du doigt, car l'appropriation ne laisse aucune place au blâme. Ces coûts semblent élevés, et parfois, ils peuvent vous isoler. Mais la vérité est que ce que vous gagnez en retour est bien plus grand que tout ce que vous perdez. Vous gagnez la capacité de vous faire confiance, et avec cette confiance, vous cessez de dériver comme un passager dans votre propre histoire. Vous vous asseyez à la place du conducteur, pleinement conscient que chaque choix que vous faites a un poids. Cette prise de conscience peut être déstabilisante au début. Lorsque vous acceptez la pleine responsabilité, vous ne pouvez plus prétendre que les circonstances de votre vie sont aléatoires ou uniquement dictées par les autres. Chaque décision devient significative. Chaque action devient un vote pour la personne que vous êtes en train de devenir. Marc Aurèle se rappelait quotidiennement, ce ne sont pas les choses extérieures qui nous troublent, mais nos jugements à leur sujet. Assumer ces jugements, c'est accepter que la qualité de sa vie n'est pas déterminée par la tempête qui vous entoure, mais par la manière dont vous choisissez de la naviguer. Et une fois que vous prenez cette vérité au sérieux, les excuses n'ont plus le même attrait. Vous commencez à les voir pour ce qu'elles sont vraiment. Des échappatoires qui ne mènent nulle part. Mais c'est là que réside le paradoxe. Le coût de la responsabilité est lourd, et pourtant, sans le payer, vous portez un fardeau bien plus lourd encore. Lorsque vous refusez la responsabilité, vous payez avec le regret, avec le doute, avec le sentiment silencieux que vous vous trahissez vous-même. Le soulagement momentané du blâme ou de la fuite dans les excuses revient toujours avec des intérêts, sous la forme de temps perdu
et de potentiel gâché. Sénèque a écrit: Pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à remettre à plus tard, la vie nous échappe. Assunte. La responsabilité est coûteuse, mais l'hésitation est ruineuse. Le choix n'est pas de savoir si vous allez payer, mais si vous payerez avec la monnaie de la discipline maintenant ou celle du regret plus tard. Carl Jung a un jour observé: le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. La responsabilité est le prix de ce privilège. Pour devenir qui vous êtes censé être, vous devez d'abord accepter que personne d'autre ne peut parcourir votre chemin à votre place. Personne ne peut porter vos fardeaux. Personne ne peut prendre vos décisions. Personne ne peut choisir vos habitudes. Cette prise de conscience peut sembler écrasante, mais elle apporte aussi la clarté. Car au moment où vous revendiquez tout comme vôtre, vos échecs, vos défauts, vos victoires, vous réalisez que la vie que vous voulez n'attend pas que quelqu'un d'autre vous la livre. Elle attend que vous la revendiquiez par une action délibérée. L'impôt émotionnel de la responsabilité se manifeste souvent sous la forme de la solitude. Lorsque vous commencez à vous imposer des normes plus élevées, vous remarquerez peut-être que tout le monde autour de vous n'est pas prêt à faire de même. Certains se moqueront de votre discipline, d'autres vous en voudront de refuser de jouer aux anciens jeux du blâme et des excuses. Mais la responsabilité exige que vous donniez la priorité à la croissance sur l'approbation. Socrate a dit: « Pour te trouver, pense par toi-même. » Être responsable, c'est oser penser par soi-même, même si cela vous laisse à l'écart de la foule. Cette séparation fait partie du coût, mais elle devient aussi la source de votre force. Une autre partie du coût est que la responsabilité vous rend brutalement conscient de vos limites. Lorsque vous ne pouvez plus rejeter la responsabilité sur les autres, vous êtes forcé de voir clairement où vous avez échoué. Cela peut être douloureux, mais cela en vaut la peine. Car c'est seulement lorsque vous reconnaissez vos faiblesses que vous pouvez commencer à les renforcer. Aristote a écrit: « Se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. » La responsabilité, c'est cette connaissance en pratique. Elle dépouille de toute illusion et vous force à vous rencontrer honnêtement. Et si l'honnêteté peut blesser, elle guérit aussi, car elle vous donne le terrain sur lequel vous élever. Plus vous vivez en assumant vos responsabilités, plus vous réalisez qu'il s'agit moins de perfection que de constance. Vous ne prenez pas le contrôle de votre vie en un seul acte spectaculaire. Vous le faites dans les petits choix, souvent invisibles, que vous faites chaque jour. Choisir de terminer la tâche au lieu de la laisser inachevée. Choisir d'assumer la responsabilité d'une erreur au lieu de la dissimuler. Choisir de s'améliorer un peu chaque jour plutôt que d'attendre l'occasion parfaite. Ces choix s'additionnent et, avec le temps, ils transforment non seulement ce que vous faites, mais aussi la personne que vous croyez être. Lentement, vous devenez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui ne trahit pas sa propre parole. Et cette confiance en soi vaut plus que le confort, plus que les excuses, plus que le blâme. Le coût de la responsabilité ne disparaîtra jamais. Chaque jour où vous le choisissez, vous payez en effort, en honnêteté et en discipline. Mais en retour, vous gagnez une sorte de liberté qui ne peut vous être enlevée. Vous gagnez en clarté dans votre direction, en force dans vos actions et en fierté dans votre caractère. Vous cessez d'être le passager qui se plaint du voyage et devenez le conducteur qui dirige avec intention. Et une fois que vous faites l'expérience de ce genre de liberté, vous réalisez que le prix que vous avez payé n'était pas un fardeau, mais un investissement. En fin de compte, la vraie question n'est pas de savoir si la responsabilité est coûteuse, mais si vous êtes prêt à échanger votre confort contre votre potentiel. L'impôt émotionnel est réel, mais la récompense l'est aussi. Assumer sa vie, c'est porter un poids, oui, mais c'est aussi se tenir droit sous ce poids, sachant qu'il vous façonne en quelqu'un de plus fort, de plus clair et de plus vivant. Et c'est un prix qui vaut la peine d'être payé.
Quand vous commencez véritablement à vous tenir pour responsable, quelque chose de subtil mais de puissant change en vous. Au début, cela ne concerne que votre propre vie. Vous réveillez à l'heure que vous aviez fixée, tenir vos engagements, assumer la responsabilité lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais avec le temps, cette discipline change non seulement la façon dont vous vous percevez, mais aussi la façon dont vous percevez les autres. Vous cessez de tolérer la faiblesse, non pas par désir de juger ou de rabaisser, mais parce que vous comprenez ce qu'il en coûte de s'élever. Vous connaissez le poids de la responsabilité. Vous connaissez la douleur de surmonter les excuses. Vous connaissez la discipline requise pour sortir du confort et entrer dans la croissance. Et une fois que vous avez payé ce prix, vous ne pouvez plus regarder l'évitement ou la médiocrité de la même manière. Ce n'est pas du jugement, c'est de la reconnaissance. Ce qui est remarquable, c'est que les gens remarquent ce changement, souvent sans que vous ne disiez un mot. Lorsque vous vous imposez une norme plus élevée, les autres commencent à le ressentir. Ils le voient dans vos actions, dans votre constance, dans la manière discrète dont vous incarnez ce que vous prêchez. C'est pourquoi la prise de responsabilité est contagieuse. Elle ne se propage pas par des discours, mais par l'exemple. C'est pourquoi il est si important d'incarner une référence. Le monde ne change pas parce que nous exigeons plus des autres. Il change parce que nous exigeons plus de nous-mêmes. Lorsque vous élevez votre propre norme, les gens autour de vous commencent à la refléter. Un ami commence à remettre en question ses propres excuses parce qu'il vous voit choisir la discipline plutôt que la distraction. Un collègue travaille plus dur parce que votre constance élève discrètement le niveau. Même au sein de votre famille, votre exemple donne un ton que les mots seuls ne pourraient jamais atteindre. Le leadership, au sens le plus vrai, commence ici. Non pas avec l'autorité, mais avec la responsabilité. Bien sûr, devenir une référence a un coût. Les gens vous résisteront au début. Certains critiqueront, d'autres s'éloigneront. L'exigence menace ceux qui ne sont pas prêts à se faire face. Mais là encore, les stoïciens offrent la clarté. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, incarne-la. » Ah, esse maatosame. Si votre norme dérange les autres, qu'il en soit ainsi. Votre rôle n'est pas de vous abaisser pour leur confort, mais de vivre d'une manière qui les invite à s'élever. Vous ne pouvez forcer personne à grandir, mais vous pouvez refuser de descendre. Et avec le temps, les mêmes personnes qui résistaient autrefois pourraient commencer à admirer, voire à suivre, le chemin que vous avez choisi. Lorsque vous prenez vos responsabilités, lorsque vous vous éveillez à votre propre pouvoir, vous devenez plus qu'une simple personne dérivant avec la foule. Vous devenez une référence, une mesure à laquelle les autres se comparent naturellement. Et cela ne signifie pas la perfection. Cela signifie l'honnêteté, l'intégrité et le refus d'abandonner les responsabilités qui donnent un sens à la vie. S'éveiller, ce n'est pas tout faire sans faille. C'est affronter la vie consciemment, sans excuse ni illusion. Plus vous adoptez cette attitude, plus vous réalisez que la responsabilité n'est pas seulement personnelle, elle est sociale. Vos actions ont des répercussions. En vivant de manière responsable, vous donnez inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Quand ils vous voient vous tenir responsable, ils commencent à se demander ce qui serait possible s'ils le faisaient aussi. De cette manière, vous ne changez pas seulement votre propre vie. Vous commencez à remodeler la culture qui vous entoure. Sénèque a dit un jour « Fréquente ceux qui sont susceptibles de t'améliorer. » Lorsque vous devenez la référence, vous êtes cette personne pour les autres. Vous êtes celui dont la présence élève plutôt qu'elle n'abaisse, dont l'exemple pousse vers l'avant plutôt qu'il n'excuse. Et pourtant, le travail ne s'arrête jamais. Devenir une référence, ce n'est pas atteindre un point où l'on est au-delà de l'échec. C'est rester engagé sur le chemin,
même quand il est difficile, même quand on se sent seul. Plus votre norme est élevée, plus vous verrez vos propres lacunes. Mais cela fait partie du processus. Cela vous garde humble, cela vous garde honnête, et cela vous fait avancer. Aristote a écrit un jour « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Incarner l'excellence n'est pas l'affaire d'un seul exploit. C'est l'habitude de la perfection, cultivée jour après jour, dans les petites comme dans les grandes choses. Au fond, c'est là que réside l'essence de la responsabilité. Elle naît en vous, mais ne s'y cantonne pas. Elle se propage à votre travail, à vos relations, à votre communauté. Elle façonne la perception que les autres ont d'eux-mêmes, souvent sans qu'ils en aient une conscience. Si vous aspirez à un monde meilleur, tout commence par vous. Non par les discours, non par les exigences, mais par le choix discret et constant de vivre à un niveau supérieur. De vous tenir pour responsable, même lorsque personne ne regarde. S'éveiller à sa propre responsabilité et par ce geste, éveiller les autres. Incarner l'excellence ne signifie pas se placer au-dessus des autres. Cela signifie être en parfait accord avec soi-même. C'est vivre de telle manière que vos actes parlent plus fort que vos mots et que votre seule présence invite les autres à réaliser leur propre potentiel. La responsabilité naît d'une seule personne, mais une fois qu'elle prend racine, elle ne s'arrête jamais là. Elle se propage, elle inspire, et avec le temps, elle transforme. En fin de compte, tout se résume à cela. Votre vie n'est pas façonnée par ce qui vous arrive, mais par la responsabilité que vous choisissez d'assumer. À l'instant même où vous cessez de chercher des excuses et commencez à porter votre propre fardeau, vous reprenez votre pouvoir. Ce choix n'est pas aisé, mais c'est l'unique chemin vers la liberté, la clarté et la force. Alors, que ce jour soit celui où vous vous élevez à la hauteur de vos propres exigences. Si ce message a résonné en vous, ne vous arrêtez pas. Regardez l'une des vidéos suggérées qui s'affichent maintenant et poursuivez ce chemin vers la maîtrise de soi. Et merci de faire partie du Stoic Journal.